Bonjour à tous, je suis Christelle Casanova, je suis responsable commercial de Tetra Pak Processing pour la France et je suis très heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui de vous présenter comment avec l'innovation, avec l'éco-conception des procédés, chez Tetra Pak, nous aidons à transformer nos systèmes alimentaires pour un avenir plus durable. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que j'aide les industriels agroalimentaires à faire les meilleurs choix d'investissement pour l'avenir. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur ce que l'on sait faire pour aller vers cet avenir plus durable. Donc d'abord, je vais démarrer avec une petite introduction très rapide sur le groupe Tetra Pak. Quelques généralités, quelques chiffres. Le groupe Tetra Pak, c'est aujourd'hui plus de 25 000 personnes dans le monde. On est répartis sur 160 pays. On a 53 sites de fabrication de par le monde. Certains sont en France. Et notamment, nous avons 11 centres de développement produits répartis en Europe et également aux États-Unis et en Asie, et sur lesquels nous accompagnons nos clients pour cette transformation, pour développer de nouveaux process, de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouvelles recettes. Et certains de ces centres d'essai ont aidé ou ont permis de développer un certain nombre de process que je vous présenterai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Tetra Pak, c'est 3 activités. Une activité que vous connaissez habituellement, vous avez souvent des briques de lait emballées sur nos emballages carton dans vos frigos ou dans vos placards. Donc c'est une activité. Nous avons la gamme la plus complète d'emballages carton pour les liquides alimentaires. Mais c'est aussi une activité processing où nous proposons des équipements, des lignes sur un certain nombre d'applications, que ce soit en laiterie, en crème glacée, en boisson, dans d'autres domaines que l'on verra un peu plus tard. Et puis une activité service où on va accompagner nos clients à optimiser leurs équipements, à les maintenir, à les mettre à niveau lorsque c'est nécessaire, les aider pour leur maintenance préventive ou leur maintenance corrective. Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille sur l'activité processing. Donc, je vais faire maintenant un focus sur cette activité processing. Nous avons une offre commerciale qui répond à l'ensemble des besoins de nos clients. Et nous pouvons proposer d'un tout petit composant, une vanne, une pompe, un capteur, jusqu'à une usine complète clé en main. Donc, en passant par des équipements composants un peu plus gros, des séparateurs, des mélangeurs, des lignes complètes pour la production de fromage, de crème glacée, d'aliments préparés, des ateliers de séchage. Donc tout un ensemble d'équipements qui sont automatisés par des solutions innovantes, ouvertes et particulièrement adaptées à l'industrie agroalimentaire. Et nous intervenons particulièrement sur 7 secteurs d'activité, le lait, que ce soit le lait UHT ou les produits frais, la crème glacée, les aliments préparés, les boissons, les jus, les boissons carbonatées, les fromages, que vous vouliez faire des pâtes pressées ou de la mozzarella ou autre. Nous avons des lignes complètes sur ces domaines-là. Nous intervenons également au niveau de la production de poudre, que ce soit des poudres de lait classiques, des poudres de sérum, mais également le fractionnement de ces différents produits avec tout l'univers des ingrédients. Et nous intervenons également sur un secteur qui se développe aujourd'hui, sur les produits végétaux et la novel food qui démarre par fermentation. Donc voilà, une offre modulaire d'une simple vanne à une usine complète entièrement automatisée et sur un certain nombre de domaines d'expertise que nous développons.
Sur ces lignes, nous avons un certain nombre de technologies, d'unités process modulaires, sur laquelle nous développons cette expertise. C'est plus de 200 types d'équipements que nous proposons. Vous en voyez ici un certain nombre, que ce soit des modules UHT, des modules de pasteurisation, des équipements de mélange, de standardisation en ligne, des équipements spécifiques pour la fromagerie, des évaporateurs, des tours de séchage. Donc voilà, tout un ensemble d'équipements que nous développons, que nous fabriquons et que nous intégrons chez nos clients pour faire des lignes de production. Ma présentation, elle s'inscrit dans un contexte que vous connaissez, le changement climatique et aussi une évolution de la population mondiale. On prévoit un petit peu 9 millions d'habitants sur cette terre à horizon 2050, donc une croissance de la population. Il va falloir nourrir, je vous dis 9 milliards, pardon, 9 milliards d'habitants. Et il va falloir nourrir cette population. Et du fait des changements de mode de vie et de l'augmentation de la population, on prévoit qu'il va y avoir un besoin de plus de 70% d'aliments à produire en plus, complémentaires. Donc il faut évidemment se poser la question de comment produire ces aliments d'une manière durable. Donc c'est le contexte général. Si on va sur un contexte plus général sur nos marchés, sur les marchés que vous pouvez voir, j'ai repris 3 facteurs que l'on évalue. La première, c'est la prise de conscience du changement climatique, donc l'inquiétude des consommateurs et leur demande de solutions, de produits plus durables. Voilà, ils regardent cet aspect-là, donc il faut en prendre conscience. Également une pression sur les coûts, une pression sur les marges. Donc aussi, il faut trouver des solutions toujours plus économiques pour produire ces produits. Et facteur positif, l'innovation reste un facteur de diversification, d'augmentation de la demande et d'intérêt pour les consommateurs et donc d'opportunités pour les industriels. Chez Tetra Pak, notre devise, c'est protège ce qui est bon. Et donc, nous nous engageons à rendre les aliments sûrs et disponibles partout dans le monde. Et nous promettons de protéger les aliments, les hommes et la planète. Alors les aliments, c'est la sécurité sanitaire. Dans tout ce que nous faisons, nous avons cet aspect-là en tête. C'est la conception hygiénique de nos équipements, c'est la traçabilité sur les matériaux, c'est le respect des normes et des législations, évidemment. La protection des personnes, c'est dans la conception des machines, des équipements, évidemment, pour que les utilisateurs ne prennent pas de risques en les utilisant. C'est aussi les méthodologies que l'on met en œuvre lors de la réalisation des projets, des chantiers, des usines que l'on fait, de manière à assurer le zéro accident. Et la planète. Alors la planète, vous allez vous dire, mais que fait Tetra Pak pour protéger la planète? Et donc là, je vais illustrer un petit peu ça par 3 éléments. Le premier, on est en marche vers le développement de l'emballage alimentaire le plus durable au monde, fabriqué à partir de matériaux renouvelables ou recyclés, provenant de sources responsables et neutres en carbone. Ça, c'est une première approche que l'on a sur la partie packaging. Le deuxième, c'est la réduction de la perte d'aliments. Dans la production d'aliments qui représentent près de 28% de la production de CO2 dans le monde, de la production et la distribution d'aliments, il faut savoir qu'à peu près 30% de cet impact CO2 est perdu parce que les aliments n'atteignent jamais le consommateur ou sont jetés à la poubelle. Et donc, dans notre approche, nous travaillons sur différents aspects, sur la réduction des pertes au niveau de nos équipements processing, mais également sur la mise en place de systèmes de traçabilité pour permettre d'être très efficace lorsqu'il y a besoin de faire des rappels de produits ou de suivi de produits, d'être très efficace dans les quantités de produits qui sont rappelés et qui doivent être détruites le cas échéant par la suite. Et enfin,
On travaille sur l'impact de nos équipements processing par leur éco-conception, par de l'innovation. Et là, je vais aller un peu plus en détail sur un certain nombre de technologies par la suite. Au niveau de notre action sur l'empreinte de nos solutions processing, nous avons un objectif pour 2030 de réduire de 50% l'empreinte carbone, la consommation en eau, la quantité de rejets produite par les lignes par rapport à la situation actuelle. Donc, et ça, on le met en œuvre sur nos concepts de lignes standards, c'est-à-dire par exemple une ligne pour produire une pâte pressée cuite ou la production de lait UHT. Donc voilà, sur des lignes complètes, on a pour objectif de réduire l'empreinte carbone, l'impact environnemental de 50% à horizon 2030. Et pour ça, comment on le fait? On a une approche dont l'acronyme est RON, pour éviter, récupérer, optimiser, neutraliser. Éviter, c'est parce que la meilleure énergie, entre guillemets, c'est celle qu'on ne consomme pas, ou en tout cas celle que l'on évite de consommer. Récupérer, c'est lorsqu'il y a quand même un besoin de consommation énergétique, on va récupérer au maximum, faire de la récupération énergétique, récupérer l'eau, récupérer les solutions de nettoyage. Optimiser, cela passe par, sur des installations existantes, mesurer déjà l'état de la situation, faire un comparatif avec les meilleures pratiques, avec les meilleures technologies disponibles et proposer des modifications de l'optimisation pour y arriver. Neutraliser, enfin, c'est la neutralisation carbone de la partie qu'on ne pourra pas supprimer ou récupérer par aider nos clients à passer sur des énergies renouvelables, par exemple, ou le traitement de leurs rejets, de leurs eaux usées. Donc, éviter, récupérer, optimiser, neutraliser, c'est l'acronyme ERON. ERON, c'est un prénom hébreu qui veut dire esprit. Donc, on essaie de mettre toute notre intelligence et on a besoin de toute l'intelligence collective pour arriver à optimiser et aller vers cette alimentation plus durable. Sur la base de ces concepts, je vais maintenant vous présenter 5 exemples où nous avons mis en œuvre ça au travers de l'innovation, au travers de l'éco-conception. Le premier est un exemple d'équipement qui se retrouve dans toute bonne laiterie ou toute laiterie industrielle. C'est un séparateur centrifuge. Donc pour ceux qui sont du domaine du lait, ça permet par exemple de séparer la matière grasse du lait écrémé. Donc on va présenter ce qu'on a fait. Ensuite, sur des concepts de ligne, on a un concept qui s'appelle One Step chez nous. Et on essaie en fait, que ce soit sur des ateliers de production de fromagerie, sur l'UHT ou sur la production de yaourt, on essaie d'éliminer toutes les étapes process qui peuvent l'être pour simplifier, pour réduire les consommations, pour réduire l'impact sur l'environnement. Et donc je vous présenterai 2 de ces exemples sur la production de lait UHT et également sur la production de lait pour la fabrication de yaourt, avec des innovations tout à fait intéressantes et dont certaines que l'on vient de développer. Ensuite, je vous présenterai un nouveau concept que l'on a pour la production de jus à base de concentré, qui permet là aussi de réduire l'empreinte environnementale de ce type de production. Et enfin, je finirai par une innovation produit, où nous avons réussi à faire du lait de soja, une boisson végétale de soja à partir du soja entier, c'est-à-dire sans élimination de ce que l'on appelle l'ocara, on va le voir tout de suite après. Donc le séparateur centrifuge, les crémeuses que vous retrouvez dans la majorité des laiteries, nous proposons une technologie qui s'appelle, 2 technologies combinées, Airtight et Incap, qui sont 2 technologies qui permettent de réduire la consommation par rapport aux solutions alternatives, la consommation électrique, de plus de 40%, et notamment par la mise sous vide du bol du séparateur. En fait, la séparation centrifuge, on vient faire tourner assez vite dans un équipement
le produit pour séparer en fonction de la densité des composants, pour séparer les différents composants. D'un côté la matière grasse, de l'autre le lait écrémé. Et avec notre nouvelle approche, en fait, qui est la technologie NCAP, on a mis le bol sous vide. Hein, peut-être on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les avions volent dans le ciel à plus de 10 km de distance de la Terre? C'est qu'en fait, à cette distance-là, la pression est réduite, la densité de l'air est réduite, et donc il y a beaucoup moins de friction. On se rapproche du vide spatial, donc il y a beaucoup moins de friction, et l'avion consomme beaucoup moins d'énergie pour voler dans le ciel sur de grandes distances. Et donc on a fait la même chose, et en fait les séparateurs qui ont un bol qui d'habitude tourne à grande vitesse et qui est dans de l'eau, eh bien aujourd'hui on le fait tourner dans du vide. Hein, ou en tout cas un certain niveau de vide. Donc on diminue la friction, et donc ça nous a permis d'éliminer très très significativement le besoin énergétique pour réduire l'impact de cet équipement que l'on retrouve dans la grande majorité des installations laitières en France. Un seul équipement de ce type, ça peut représenter sur une trentaine d'années un gain de 4 gigawatts d'électricité. Une autre application, donc c'est la production de lait UHT. Vous voyez ici figurer un ensemble d'équipements qui sont nécessaires pour la production de ce lait UHT. Et notamment, traditionnellement, il est fait en 2 étapes. Une étape de pasteurisation, standardisation, où on va préparer dans des tanks le produit avant son traitement thermique final, le traitement UHT. Et donc, vous avez 2 étapes de traitement thermique. Vous voyez sur la droite, en haut, les cuves de réception du lait. Un petit peu en dessous, vous trouvez un pasteurisateur avec son écrémeuse, justement, que l'on vient de voir, et son système de standardisation en ligne pour ajuster le niveau de la teneur en matière grasse. Et puis, ils sont transférés sur les tanks en haut à gauche, qui est le produit qui a la bonne composition. Et ensuite, ils vont être traités thermiquement sur une unité UHT, donc une deuxième installation de traitement de thermique, avant d'être envoyés vers des tanks aseptiques qui font un tampon aseptique où on garde la propriété stérile du lait avant de l'envoyer vers une conditionneuse. Donc ça, c'est le process classique que vous retrouvez dans toute laiterie en France, en France et de par le monde, qui fait traditionnellement du lait UHT. Eh bien, on a développé une solution en simplifiant les étapes. C'est notre technologie One Step, où au lieu de faire deux traitements thermiques différenciés, on est passé sur un seul traitement thermique, et on a associé à ce traitement thermique l'ensemble des fonctionnalités qui étaient nécessaires, c'est-à-dire la standardisation pour obtenir un lait écrémé, un lait demi-écrémé ou un lait entier, qui reste un lait sur lequel on a enlevé quand même une partie de la matière grasse. Donc voilà, cette simplification, qui est aujourd'hui une réalité industrielle, permet de réduire très significativement l'empreinte écologique de cette application. On va le voir ici par quelques chiffres. Pour vous donner un ordre d'idée, ça permet aussi, et c'est aussi le nerf de la guerre pour motiver ce type d'investissement, mais le coût de traitement de 1000 litres de lait UHT, c'est de l'ordre, c'est un petit peu plus de 7 centimes, pardon. De 7 centimes, je dis une bêtise, 7 € quand même pour 1000 litres. Et donc cette technologie-là permet de ramener le coût à de l'ordre de 5 € par 1000 litres. Donc c'est très significatif, et évidemment ce que l'on recherche, c'est la réduction de l'empreinte écologique. Et donc là, vous voyez que l'on est à presque 25% de réduction de l'empreinte carbone de cette application-là. Moins 28% d'électricité, moins d'énergie, moins de vapeur, moins 25%, et également de la consommation d'eau qui est réduite de 30%. Donc c'est vraiment, ça a un impact réel, parce qu'on a limité le nombre d'équipements, on a vraiment un impact significatif sur l'environnement. L'impact de l'activité est réduit.
Également, le bâtiment, l'empreinte au sol, hein, il y a l'empreinte environnementale, mais il y a aussi l'empreinte au sol. Voilà, on a besoin d'un bâtiment plus petit. Et avoir un bâtiment plus petit, au-delà de la réduction du coût, ça permet aussi de réduire les coûts de fonctionnement. Hein. Un bâtiment, il faut le climatiser, c'est aussi des coûts, donc et c'est pris en compte là, dans la réduction de l'empreinte carbone. Le même concept, on l'a mis en œuvre pour la production de lait pour le yaourt. Vous voyez ici un diagramme un peu compliqué, mais où on voit d'abord la ligne de pré-traitement du lait, où on va séparer la crème excédentaire. Donc il y a une ligne particulière pour la production de crème. Et enfin, la ligne de pasteurisation finale du yaourt et tout le process après de coagulation et de production du yaourt en lui-même, en bas à droite. Donc c'est une configuration aussi traditionnelle que vous retrouvez dans la majorité des ateliers existants. Et là aussi, déjà, on va se concentrer sur la partie sur laquelle on a travaillé. C'est le traitement du lait cru au lait pasteurisé et du lait pasteurisé standardisé au lait prêt pour la fabrication de yaourt. Et là aussi, on a appliqué cette approche d'essayer de supprimer les étapes non nécessaires ou de le faire en une seule étape. Hein, one step, une seule étape. Et donc là aussi, on arrive à éviter un double traitement thermique et à faire la standardisation au niveau de la ligne de pasteurisation finale du yaourt. Donc là aussi, on est sur une simplification du process. Là, j'ai une petite illustration où on va voir les équipements aussi, les cuves que l'on va supprimer. Une cuve, c'est un équipement à approvisionner en moins, mais c'est aussi un équipement à nettoyer en moins. Donc même sur un atelier existant, ce type d'innovation peut être mise en place et peut avoir un fort intérêt pour l'environnement. Donc voilà, il y a un certain nombre d'équipements que l'on va pouvoir supprimer. Donc il ne faudra pas, sur une nouvelle ligne, il ne faut plus les acheter. Et on va remettre en place les autres équipements pour les faire fonctionner ensemble et obtenir cette ligne plus vertueuse pour l'environnement. Donc si on en vient, je vais peut-être aller directement aux chiffres. Si on en vient aux chiffres, de la même manière que je vous l'ai présenté sur la ligne One Step pour le lait UHT, on a aussi une réduction de l'empreinte carbone de l'ordre de 25%. Donc c'est très significatif. La consommation d'eau est dans ce cas-là réduite de 61%. Donc c'est majeur. La surface du bâtiment, on passe pour une ligne de 20 000 litres/heure, par exemple, on va passer d'un besoin de 650 mètres carrés à 400 mètres carrés de bâtiment. Donc, besoin d'un bâtiment très réduit. Et puis un investissement significativement réduit aussi. Hein. Si vous investissez sur une nouvelle ligne, l'impact est de 40% sur le coût de l'investissement. En ordre de grandeur, sur le coût de production, vous allez passer de 21 € pour 1000 litres à 14 € pour 1000 litres de lait pour yaourt préparé. Une autre innovation dans le domaine des boissons, pour la production de boissons à base de concentré ou de nectar ou de boissons au jus, boissons aux fruits, pardon. Traditionnellement, les ateliers font une préparation de la boisson, donc boisson à partir de concentré, hein, ce n'est pas des purs jus, voilà, on reçoit un concentré, on va le diluer pour en faire une boisson. Et traditionnellement, c'est fait soit en cuve, en batch, soit en ligne, mais l'étape de traitement thermique avant le conditionnement, donc là on est sur des produits sans conservateur, hein, donc ils vont être traités thermiquement pour assurer leur durée de conservation. Et donc là, traditionnellement, le traitement thermique se fait après l'ajout de l'eau. Et donc là, on a développé une technologie de mélange aseptique qui nous permet en fait de ne traiter thermiquement que le concentré et de rajouter de l'eau après le traitement thermique du concentré. Et là, le traitement de l'eau, c'est quelque chose de plus classique, hein, c'est un traitement UV et une filtration qui est mise en place sur l'eau juste avant de réinjecter au niveau du mélangeur aseptique.
Donc voilà, donc c'est quelque chose de simple, mais néanmoins ça a été un développement pour pouvoir montrer qu'on avait sécurisé sanitairement ce type d'application. Donc là, on est sur une réduction de la consommation d'eau de 50% et de plus de 60% sur la réduction du coût énergétique. Puisque le concentré, en fonction des recettes, c'est de l'ordre d'un quart ou un cinquième ou un sixième de la totalité de la boisson. Donc on traite un volume très réduit thermiquement. Et enfin, je vais terminer par une innovation produit. Donc je vous disais, on a des centres de développement process produits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était recherché depuis très longtemps. Alors, je ne sais pas si vous êtes consommateur de boissons végétales au soja, mais il faut savoir que pour 1 kg de graines de soja qui est mise en œuvre pour produire une boisson végétale, on génère 2 kg d'un coproduit qui s'appelle l'Okara, dans ce cas-là, dont les industriels ne savent bien souvent pas trop quoi faire, qui est utilisé en alimentation animale, lorsqu'ils trouvent un débouché, mais qui peut être une contrainte pour l'industriel. Donc depuis très très longtemps, les industriels ont cherché à éliminer ce coproduit. Sans succès. Et Tetra Pak, dernièrement, a réussi à trouver une technologie qui permet en fait d'utiliser l'ensemble de la graine de soja. L'Okara, c'est essentiellement de la fibre, mais elle est rendue très humide avec 80% d'eau. Donc l'Okara, c'est 80% d'eau, 14% de fibres et de la protéine. 16% de fibres et 4% de protéines, pardon. Et donc, les industriels ont cherché pendant longtemps, sans succès, à faire une boisson à partir de la totalité de la graine de soja. Et on a finalement réussi. Les produits sont aujourd'hui commercialisés en Asie. Il faut voir que ça permet donc de réduire le coproduit, mais on va faire beaucoup plus de boissons à partir de la même quantité de graines de soja. Donc, pour 1 litre de boisson, on aura eu un besoin inférieur de 40% en matière première, mais donc aussi en surface cultivée, et donc en impact sur l'environnement que ça peut avoir. 100% de la protéine de la graine de soja est utilisée, et aussi le process permet de réduire la quantité d'eau consommée et qui partait dans l'Okara pour une utilisation dégradée. Donc je ne vais peut-être pas avoir le temps d'aller dans le détail du process si je veux respecter le temps qui m'a été imparti. Mais bon, c'est essentiellement une étape, vous voyez sur la ligne du haut, la ligne traditionnelle, il y a en fait, après le broyage de la graine de soja, il y a une séparation mécanique de ce coproduit, essentiellement de la fibre et de la boisson concentrée. Et là, en fait, le process que l'on a développé, au lieu de séparer cette fibre, on va la broyer beaucoup plus finement avec différentes étapes, notamment de l'homogénéisation, mais pas que, pour permettre à l'intégrer à la boisson. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la valeur nutritionnelle de la boisson qui est produite et qui est sur des tests consommateurs préférés par les consommateurs par rapport à la boisson originelle, vous améliorez sa qualité nutritionnelle par l'incorporation de fibres. Et 100% de la protéine de la graine se retrouve dans le produit. Sur les étapes après, à la suite, donc les étapes sur la production de soja, il y a d'abord un traitement thermique pour inhiber un certain nombre d'enzymes qui rendent la digestion du soja difficile à l'humain. Donc ces étapes-là, ils sont toujours. Et puis après, il y a certaines étapes de remélange, de reformulation. Il y a quelques compléments d'ingrédients qui sont ajoutés au produit, donc qui sont faits sur des mélangeurs. Et ensuite, il y a un traitement thermique final et une homogénéisation finale avant de conditionner le produit. Donc voilà. Je dois maintenant conclure. J'arrive à la fin du temps qui m'a été consacré. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui de faire quelque chose, de démarrer cette transformation. Et comme vous l'avez, je l'espère, compris, nous avons des solutions à vous proposer.
là-dessus. Pour aller sur une précédente présentation, j'entendais la notion de petits pas. Voilà, ce qui est important, c'est d'aller vers cette transformation. Il y a des solutions. Et il faut y aller, je dirais, avant que ce soit la législation qui nous l'impose, parce que derrière, il y a aussi des gains économiques. Et donc, si vous êtes les premiers à aller sur ces nouvelles technologies, vous bénéficierez dès à présent des avancées environnementales et technologiques. Donc, si vous voulez échanger plus avant, vous pouvez nous retrouver au Hall 10 sur le stand F3. Merci beaucoup à tous pour votre attention.